Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur les 5 clés qui ont permis au Barça d'humilier Gérone 4-1. On est le lendemain de cette victoire-là et dans cette vidéo, on va revenir à fois sur les 5 clés qui ont permis au Barça de battre, d'humilier cette équipe de Gérone-là, même si elle était à domicile et malgré son beau début de saison qu'on a vu. Donc, installez-vous confortablement dans cette vidéo-là. On va parler de certaines clés tactiques et on va parler également de certaines individualités qui, les deux ensemble, ont permis au Barça de pouvoir produire ce genre de prestations-là, surtout après une trêve internationale où on se disait que ça allait être très compliqué comme d'habitude pour le Barça. Encore que tu jouais un match test, j'ai envie de dire, une équipe qui joue la Ligue des Champions, certes qui sont globalement moins forts que l'année passée, mais qui gardent toujours ces principes de jeu. Et j'ai envie de dire même que c'est toi qui l'empêche de jouer, de produire son football. Donc sans plus tarder, on va commencer directement par la première clé qui a permis au Barça de battre cette équipe-là, qui est tout simplement l'entame de match. En fait, avec ce genre d'équipe comme Gérone, qui a des principes de jeu, qui consistent généralement à toujours faire sortir le ballon de derrière et tout, on l'a vu l'année passée où ils ont battu le Barça à ce jeu-là parce que le pressing du Barça justement n'était pas très coordonné. Donc généralement dans les entames de match, tu as toujours le caractère que tu vas imposer à cette équipe-là. Et c'est en fonction de ça qu'elle va réagir en fait. Et l'année passée, tu avais un pressing qui était défaillant au niveau du Barça, ce qui leur permettait à eux de se dire dans leur tête, ça veut dire qu'on peut jouer très bas, on peut ressortir le ballon proprement et tout. Mais hier, quand vous regardez l'entame du match, ça n'a pas du tout été le cas. Très vite, le Barça met les choses au clair. Ils sont venus pour gagner. Ils sont venus pour le faire très mal. Déjà très tôt, il y a beaucoup de ballons qui sont récupérés très haut. Il y a des ballons que Inigo a même récupérés dans leur moitié adverse. C'est pour dire comment le bloc était aussi remonté contre Gérone. À un moment donné, ils ont commencé à paniquer, ils ont abdiqué, entre guillemets, ils ont commencé à dégager les ballons, ils ont commencé à se renier. Et pour ce genre d'équipe-là, avec ce précepte de jeu qui est très fort, qui est très ancré dans leur ADN, c'est la pire chose qui puisse leur arriver. Parce que là, ils ne jouent plus selon leur convenance, ils ne jouent plus selon leur plan, mais ils essaient maintenant de s'adapter à ce que le FC Barcelone propose. Et c'est là que le Barça a été très fort de rentrer directement dans ce match-là, de mettre de l'intensité, de ne pas laisser cette équipe de Gérone la prendre son aise, que ce soit au milieu de terrain, mais surtout de la part des défenseurs qui n'arrivaient plus du tout à mettre le pied sur le ballon, qui n'arrivaient pas à faire 3 passes, qui étaient obligés de dégager, sinon il y aurait eu des déconvenus très tôt pour eux. Et tu sens qu'ils ont vécu un premier quart d'heure ou un peu plus, même très compliqué. Et quand tu rentres comme ça dans le match, tu n'es plus du tout, tu ne joues plus sur un fauteuil, tout ce que tu as préparé et tout, ça commence à aller en cacahuète parce que tu n'as pas prévu de dégager, tu n'as pas prévu un pressing aussi haut et tout. Donc forcément, ça joue globalement sur leur performance et ça s'est vu dans ce match-là. Du coup, on parlait également des entames de match un peu limite du Barça lors des première et troisième journée de Liga où tu avais affronté premièrement Valence à l'extérieur, tu avais affronté en troisième journée Rayo Vallecano à l'extérieur et les entames de match étaient très compliquées parce que le Barça encaissait toujours un but à cause d'un mauvais alignement, à cause d'une mauvaise entrée dans le match et tout. Et ça, c'était un point à améliorer. J'en avais même parlé dans les 5 défis à relever par le Barça de Hansi Flick pour la suite de cette saison-là. Et hier, ça s'est vu. C'est un truc qui a été rectifié. Certes, tu es à l'extérieur, tu n'es pas chez toi. Et pour une fois, tu es à l'extérieur, tu rentres directement dans le match. Et là, on voit directement le résultat que ça peut avoir sur tout le match. Parce que quand tu es à l'extérieur, il faut très vite presser les adversaires. Il faut très vite leur rentrer dedans. Encore plus un adversaire comme Gérone qui aime bien ces préceptes de jeu qui sont similaires à la tienne parce que ressortir de derrière, ressortir proprement, se créer beaucoup d'occasions, tout ça. Mais quand elle se heurte à une équipe comme ça qui est venue pour les chaîner, pour les faire dévier de leur plan de jeu initial, ça devient très compliqué pour eux. Et ce point-là me permet de faire la transition avec la deuxième clé qui a permis au Barça de battre cette équipe de Gérone là. C'est tout simplement le pressing en fait. Je le disais hier dans le débrief sans cesse parce que c'est l'élément le plus important pour moi quand même, surtout dans ce début de match du Barça là. Quand tu presses avec autant d'intensité et avec une coordination beaucoup plus structurée que celle qu'on a vue l'année dernière, à un moment donné ça devient efficace en fait. Ça devient très efficace et même une équipe comme Gérone qui est très à l'aise balle au pied ne pourra pas tenir la cadence en fait. Et même dans ça aussi, on en parlait quand Hansi Flick était venu, ce qu'il aurait pu apporter au Barça avec ce pressing là, ça te permet de récupérer les ballons
très haut. Je pense que si on doit faire une moyenne des ballons récupérés par le FC Barcelone, il doit avoir quand même une moyenne de ballons très proche de la zone, de la moitié adverse de Gérone, parce que tu vas les chercher très haut, tu ne te contentes pas de les attendre derrière. Et ça te permet de te créer des occasions très rapidement quand tu as le ballon, parce que tu es déjà dans une bonne partie du terrain quand tu le récupères. Certes, ça n'a pas trop aidé le Barça parce qu'au début, surtout offensivement, ça pêchait un peu. Baldé qui oublie ses coéquipiers dans la surface, quelques occasions mal jouées par-ci par-là, Lamine Yamal qui enlève un tir à Pedri et tout. Donc certes, dès le début également, ça ne profite pas directement au Barça, mais c'est comme ça que tu mets la pression sur une équipe comme Girona. C'est comme ça que tu as un ascendant psychologique sur eux. Ils commencent à douter de ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont travaillé, de leur manière de jouer et tout. Et ça se retourne un peu contre eux. Donc ce pressing-là, franchement, il faut qu'on le garde pour toute la saison. Certes, ça va être un défi majeur parce que hier, on a joué pratiquement avec des joueurs qui sont nés après l'an 2000. Donc, pour eux, c'est nouveau. Faire un pressing comme ça, certes, c'est toujours dans les ADN du Barça, mais là, ce sont des jeunes joueurs. À voir s'ils peuvent tenir ce pressing-là sur toute la saison. Ça va être un vrai défi. Déjà, hier, même il le faisait, je ne vais pas dire pas un moment, mais à un moment donné, il s'arrêtait, il levait un peu le pied afin de repartir encore de plus belle. Parce que ce pressing-là, pour le tenir, il faut vraiment être fort physiquement. Et c'est là aussi que tu vois que le staff technique et tout travaille très bien. Parce que je n'aurais jamais pensé qu'une équipe comme le Barça, comme ça, même à 4-0, hein, même à la fin du match, était toujours en train de courir, en train de presser, en train de faire trucs. Non, généralement le Barça, c'est... En tout cas, le Barça qu'on a vu les dernières années, c'est quand tu mènes au score comme ça, à la fin, tu te relâches, tu joues dans un fauteuil et tout, mais non. C'est totalement l'inverse de ce qu'on a vu. Du coup, je disais que le pressing est assez très bien travaillé de la part de Hansi Flick. Tu sens que chacun sait qui doit garder. Lewandowski qui va presser le 6, Rafinha et Lamine Yamal qui presse les deux centraux et les latéraux qui montent directement sur les latéraux de l'autre équipe. Certes, quand c'est mal fait, ça peut te conduire à prendre un but. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé contre le Rayo Vallecano, je crois. C'est sur un mauvais pressing. Bon, pas un mauvais pressing, mais ce pressing-là qui a été lu par le Rayo Vallecano et qui a été déjoué par elle. C'est ça qui amène leur but. Mais j'ai envie de dire que quand c'est réussi aussi, ça peut changer en quelque sorte le match. On passe maintenant à la troisième clé qui a permis au Barça de gagner ce match-là. C'est tout simplement monsieur Lamine Yamal. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une clé tactique, il s'agit d'une individualité. Et hier également, je le disais dans le débrief, quand je disais que Lamine Yamal a fait du Messi, c'est pas qu'il a fait un match comme Messi, 3 buts, 2 passes décisives, non. Mais c'est juste qu'il fait un match comme Messi dans la mesure où lorsque tu sens que l'équipe a des occasions, tu sens que l'équipe n'a pas trop de situations nettes et tout, et qu'il faut un éclair de génie comme ça pour venir allumer le match, enflammer le match et valider les temps forts du Barça, c'est là qu'il apparaît. Et ce but-là, ça vient également du pressing, du point précédent, ça vient du pressing également, où le joueur de Girona, je pense le défenseur central, ne sait plus donner de la tête. Déjà, il réfléchit trop, ce qui fait que le temps qu'il prend pour réfléchir permet à Lamine Yamal de lui chipper le ballon et de pouvoir marquer ce but-là très rapidement. Et quand tu ne fais pas une entame de match comme ça, jamais ce défenseur-là ne va douter. Du coup, Lamine Yamal, certes, il y a le collectif aussi derrière qui suit, mais ça reste quand même celui qui te débloque ce match-là, qui va se chercher son but. Je ne veux pas dire tout seul parce qu'un pressing, c'est toujours collectif, mais il va chipper ce ballon-là tout seul et il marque ce but-là. Et j'ai envie de dire que heureusement qu'il le fait parce qu'à un moment donné, ça aurait pu pencher du côté de Girona. Ce genre d'équipe-là, quand tu fais une très bonne entame de match comme ça et que tu ne valides pas ce temps fort ou cet temps fort que tu as eu là, et qu'après tu te prends un but, c'est très dur de revenir parce que tu sais que tu as fait beaucoup d'efforts qui n'ont pas été récompensés. Finalement, tu dois repartir de zéro. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on avait tout simplement Lamine Yamal. Et heureusement aussi, juste derrière, après son premier but, je pense 7 minutes après, il marque le deuxième but également, entrée de zone. Un coup franc retombe sur lui, il vient, il enroule tranquillement et puis il sait déjà que ça va rentrer. Donc, franchement, Lamine Yamal, il nous habitue très mal. Il nous habitue très mal pour un jeune. C'est pas normal d'avoir autant de stats, d'être autant décisif et d'être autant impliqué dans l'animation offensive du Barça. Et c'est lui qui débloque ce match-là. C'est pour ça que je disais que à lui tout ça lui constitue également une clé. Parce qu'une individualité, c'est là pour t'apporter dans ce moment où je ne veux pas dire tu doutes, mais
tu as la maîtrise, mais c'est pas très clair, tu n'as pas des occasions nettes, tu n'arrives pas à convertir et tout. Ça change tout le match en fait, parce qu'il aurait fallu qu'il ne marque pas ces deux buts-là, que Giron marque derrière et que après ça devient totalement un autre match. Du coup, c'était vraiment à son nez aussi. Il est sorti en fin de match, il n'a pas pu marquer son triplé, donc je pense qu'il a quand même été bien géré de la part de Hansi Flick. Et ce point me permet également de faire un petit bilan sur ses statistiques de ce début de saison-là. En 4 matchs, il a été décisif 7 fois. 3 fois par le but, 4 fois par la passe décisive en seulement 5 matchs de championnat. Et ça, c'est très 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 fort pour un jeune de 17 ans. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, on est habitué à le voir jouer. Mais quand on voit la vie de d'autres supporters de d'autres clubs, Arsenal, Liverpool, bref, ceux qui ne supportent pas le Barça globalement, même ceux du Real Madrid, ils arrivent quand même à être lucides par rapport au fait que Lamine Yamal, franchement, on tient une bonne pépite de notre centre de formation. Ensuite, on passe à la quatrième clé qui a permis au Barça d'humilier Gérone, c'est tout simplement l'alignement défensif. Alors, concernant l'alignement défensif, il y a une statistique très importante que j'ai relevée pour illustrer ça. Et quand on regarde le match d'hier, on se rend compte que Giron a été 7 fois hors jeu. Et ces 7 fois, c'était pas anodin, c'était suite à un très bon alignement de la part de toute la défense, que ce soit Inigo, que ce soit Koubassi, que ce soit Baldé, Koundé également, les deux latéraux. Parce que lors des premiers matchs, on voyait que des fois, c'était Inigo qui était mal aligné, des fois c'était Koundé et tout. Et ça créait toujours un déséquilibre au niveau de la défense. Hier, malgré le bloc très très haut que tu joues, et là, ça me permet également de féliciter les défenseurs grâce à ce point-là. Malgré ce bloc très très haut là, tu arrives quand même à être très discipliné défensivement, tactiquement, dans l'alignement et tout. Et ça pose beaucoup trop de problèmes à Giron parce que dès que il faut ne pas son profondeur, tu sais déjà que une fois sur deux, le joueur qui part hors jeu, tu n'as pas à t'inquiéter, le ballon va te revenir et tout. Donc franchement, les défenseurs aussi ont été très disciplinés tactiquement. Parce que quand tu as un bloc qui est très bas, tu peux être très bien aligné et tout. C'est plus facile, en tout cas je trouve, d'avoir un bloc très bas, très rapproché de ton gardien, de ta surface et tout, et d'être bien aligné, que d'avoir un bloc aussi haut que celui du Barça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on joue très très haut, on veut récupérer le ballon très très haut, on veut faire du mal très très tôt à l'équipe adverse. Du coup, forcément dans cette configuration là, tu as un bloc qui est assez haut, mais malgré ça, tu arrives quand même à bien couvrir la profondeur, tu arrives quand même à bien t'aligner, tu arrives quand même à empêcher des possibilités de compte pour l'équipe adverse. Et ça, moi je trouve que c'est très 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 fort. Tactiquement parlant, il faut avoir une équipe très concentrée, déjà défensivement pour pouvoir défendre dans les duels et tout, mais aussi pour être assez intelligent dans l'alignement et savoir que il faut s'aligner de telle manière pour empêcher l'autre équipe de pouvoir profiter des possibilités de compte derrière. Et en sachant aussi que dans ta ligne de 4 défensive, tu n'as pratiquement qu'un seul joueur qui est rapide. Et ça aurait été très dangereux de mal s'aligner et de permettre à Giron de partir. Parce que, à part Baldé, Koubassi, ouais, il est pas mal, mais c'est pas le plus rapide non plus. Inigo, c'est pas le plus rapide. Koundé aussi, c'est pas le plus rapide. Donc voilà, tu as une défense quand même où il n'y a pas Araujo, tu n'as pas vraiment un élément pur en vitesse et tout. Mais malgré ça, tu arrives à être intelligent, tu arrives à être solidaire, tu arrives à être cohérent tactiquement dans l'alignement et tout. Et ça fait toute la différence. Et ça aussi, c'est un truc à féliciter parce que on peut parler de l'attaque, des buts marqués, du milieu de terrain, la maîtrise et tout. On va revenir dans les derniers points. Mais ce que la défense fait également hier, pendant tout le match, c'est quand même très, 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 très cohérent. Et ça permet également à un Ter Stegen peut-être d'élever son niveau de jeu. Et c'est là où Ter Stegen, généralement, on ne peut pas lui en vouloir. C'est sur le but, il fait une bévue, il sort n'importe comment, on prend ce but-là. Là, ça n'a pas trop un impact, du coup, on ne va pas trop l'accabler par rapport à ça. Mais l'arrêt qu'il fait là, à 2-0, je crois, juste avant que l'arbitre ne siffle le penalty, ça, c'est l'arrêt d'un Ter Stegen d'avant, en fait. Et tu sens que lui, il a besoin que cette défense-là soit en confiance, cette défense soit très bien, pour que lui aussi, derrière, il élève son niveau de jeu. C'est pour ça que généralement, j'arrive pas trop à l'accabler, lui. Donc, voilà. Ce point-là me permet de faire un retour sur la défense qui a été très, très haut niveau hier. On termine donc par la cinquième clé qui a permis au Barça d'humilier Giron, c'est tout simplement la maîtrise au milieu de terrain. Alors, ce milieu de terrain-là commence à prendre vraiment forme et commence à trouver ses automatismes. Déjà, petit aparté, Dani Olmo apparemment va manquer 7 à 10 jours de compétition parce qu'il a eu... finalement, c'était pas juste par précaution qu'il était sorti hier. Il a vraiment reçu un coup, un truc comme ça. Donc, il sera absent 7 à 10 jours.
7, c'est pas encore grave parce que là, bon, les matchs qui sont là actuellement, je sais pas trop comment tu vas le remplacer, mais je pense que quand même, il y a de quoi faire. Tu vas jouer Monaco en Ligue des Champions, tu vas jouer également une très bonne équipe de Liga juste après. Donc, au coach de voir comment on va faire pour s'en sortir. Mais je pense quand même que c'est pas encore une grosse perte, surtout que c'est un joueur, 7, il est très très intéressant dans le jeu. Mais je pense quand même qu'on aura de quoi pouvoir le remplacer dans ce milieu de terrain-là. Du coup, je disais que au milieu de terrain, en fait, tu as une maîtrise totale du ballon, en fait. Et tu sens que le milieu de terrain de Girone est totalement dépassé. Il n'arrive pas du tout à suivre, que ce soit Pedri, que ce soit Dani Olmo, que ce soit Casado aussi. Il commence à prendre ses marques dans ce milieu-là, qui commence à combiner avec ses coéquipiers, qui est beaucoup plus libéré, qui n'est plus timoré. Parce que le match qu'il fait contre Valladolid, là, c'est un match très correct, où il fait les choses bien et tout. Mais je me disais que ce match-là, c'est pas un vrai échantillon qui peut te permettre de l'évaluer en tant que numéro 6. Parce que Valladolid, tu sais que la plupart du temps, tu seras supérieur à eux. La preuve, tu gagnes 7-0. Donc, c'était pas un match où tu pouvais vraiment évaluer le bonhomme. Là, je ne dis pas que c'est déjà fini, qu'avec Girone, ça y est, il a été très bon contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas ce que je dis. Mais Girone, c'est quand même le niveau au-dessus. C'est une équipe de Ligue des Champions, c'est une très bonne équipe. Donc franchement, si tu arrives à être bon face à cette équipe-là, il y a quand même de quoi être encourageant pour la suite et suite. Donc je disais que ce milieu de terrain-là a été très très fort, que ce soit dans les combinaisons, que ce soit aussi dans la fluidité des mouvements. C'est surtout ça le plus important. L'un peut prendre la place de l'autre, Pedro peut redescendre, Casado peut monter, Olmo peut redescendre, monter, faire des appels et tout. Donc franchement, ce milieu-là se comprend, se trouve les yeux fermés. Et même lorsque Daniel Olmo sort, tu sens que tant que Pedri est là, ce milieu-là ne souffre d'aucune carence pour conserver le ballon. Et d'ailleurs, quand Eric Garcia rentre à la place de Daniel Olmo qui est sorti sur blessure, c'est Pedri qui occupe ce rôle de numéro 10 là. Casado est juste derrière lui. Et c'est comme ça que vient le quatrième but, avec une passe à la Xavi de Casado pour Pedri dans l'intervalle qui va dribbler le gardien et qui marque le quatrième but. Donc du coup, ce milieu là tourne énormément bien. Certes, l'absence de Daniel Olmo peut créer des soucis lors des prochains matchs, mais je m'en fais pas quand même. La machine est quand même très bien huilée pour qu'on puisse trouver quelqu'un pour compenser cela. Et je compte sur le travail de Hansi Flick et de son staff pour pouvoir pallier à cette absence de Daniel Mola. Donc voilà, le milieu de terrain aussi a totalement mangé le milieu de terrain de Girone. Et tu sentais que Casado jouait dans un fauteuil, il n'y avait personne qui arrivait à le presser dans le milieu de Girone. Ils étaient en infériorité par rapport à nous, pourtant on était tous à 3 dans ce milieu-là, mais c'est la fluidité de nous, de notre milieu, qui prend le dessus sur leur milieu à eux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est selon moi les 5 clés qui ont permis au Barça de battre Girone hier. N'hésitez pas à me dire également si vous avez d'autres clés dont je n'ai pas parlé. Je dirai tout ça. Prenez donc tout soin de vous les amis. On se retrouve pour l'avant-match du match contre Monaco ce jeudi en Ligue des Champions.